David Duchesne est ostréiculteur à Plougrescant dans les Côtes-d'Armor. Installé depuis 7 ans en GAEC avec sa sœur Marine, il produit à l'année environ 200 tonnes d'huîtres. Dans cet épisode, il nous explique les coulisses de son métier, son quotidien et comment il élève les huîtres sur ses parcs. Salut David. Salut Alexis. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, nickel. Ça fait plaisir de te recevoir là. Bah écoute, ça me fait plaisir aussi de venir. Alors, nous on se connaît un peu, Ouais. mais les gens qui nous écoutent te connaissent pas forcément. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, carrément. Je m'appelle David, je viens de Plougrescant, en Côtes-d'Armor, à côté de Paimpol-Tréguier, peut-être pour ceux qui peuvent connaître. Et ça fait du coup la 7e année maintenant que je suis à mon compte, dans les huîtres. Donc t'as suivi quelle étude avant de t'installer? Écoute, avant de commencer les huîtres, vraiment au début de mes études, j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir. J'ai fait un bac pro de commerce. Et ensuite, je me suis redirigé vers un bac pro culture marine, en alternance, que j'ai fait à Saint-Malo. Et j'ai fait mon alternance à Plougrescant. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à travailler aux huîtres, à part avoir fait quelques marées avec mon père et ma mère qui avaient déjà l'entreprise. Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Ouais, tes parents sont ostréiculteurs. Ouais, aussi, carrément. Ouais. Okay. C'est une entreprise à la base familiale. Ouais. Ok. C'était mon père, ma mère et mon oncle qui avaient une entreprise commune. Et donc qui s'est scindé. Et moi j'ai profité à ce moment-là pour prendre le coche de m'installer. Ok. J'avais 22-23 ans à l'époque, 23 ans. La structure dans laquelle tu travailles aujourd'hui, si tu devais la décrire, ça serait quoi? Vous êtes combien? Je travaille avec une personne à l'année, donc j'ai un CDI. Et en plus de ça, j'ai ma sœur en associé qui est rentrée dans le GAEC en 2018. Donc un an après moi je me lance tout seul entre guillemets. Et après ça varie un peu selon la période de l'année. Donc c'est un GAEC, ça veut dire que tu as le statut d'agriculteur en fait. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Donc t'as dû faire un BPRE non pour t'installer ou... Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. En fait, ce qui m'a donné la capacité donc d'avoir les parcs, c'est le bac pro culture marine que j'ai fait, comme je t'ai dit plus tôt. Ok. Voilà. Donc en fait, si on fait le parallèle avec un agriculteur, les parcs c'est l'équivalent de la surface de production en fait. Ouais, c'est comme une parcelle, c'est comme un champ. En fait, c'est exactement pareil. Ouais. Et donc toi, t'as quelle surface? Moi, je suis entre 9 et 10 hectares. D'accord. À peu près. Et donc ça permet de produire combien d'huîtres à l'année ou... On parle que de ce que je vends en huîtres marchandes. Quand je dis les huîtres marchandes, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc ça, c'est les tailles. Voilà, c'est le calibrage en fait. C'est pas les tailles vraiment en centimètres, c'est le poids que chaque huître fait. Donc c'est ça que nous on vend principalement et ça me permet de faire. Ça peut varier selon le stock que j'ai à cause de la mortalité et tout ça qui peut s'impacter dessus. Mais je vais jusqu'à 200 tonnes par an. Et c'est principalement des huîtres triplo que je fais moi. Donc c'est des huîtres qui viennent d'écloseries. Donc les écloseries c'est des laboratoires en fait, des entreprises qui eux font un élevage d'huîtres en fait. Ok. Et c'est aussi des huîtres creuses. C'est des huîtres creuses, ouais, absolument. Je fais pas de plate. Est-ce que tu peux nous expliquer le cycle de vie de l'huître? Alors pour ce qui est de leur production, je vais essayer d'être le plus simple possible. Ça se passe pendant l'été. Donc en fait, les huîtres deviennent laiteuses à partir de mai-juin. Donc ça, je pense que tu as déjà vu. C'est là que les gens n'aiment pas trop en manger d'ailleurs. La laitance donc qu'on peut trouver dans les huîtres à ce moment-là, en fait, c'est ni plus ni moins que le spermatozoïde et les ovules. En fait, avec l'augmentation de la température et la salinité, en fait, vont créer cette semence et vont l'expulser après pendant l'été. Et donc c'est dans l'eau que va se passer la fécondation. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se fait à distance, quoi. Enfin, les gamètes sont lâchées dans l'eau. Exactement, et puis, exactement. Ouais. Les gamètes sont lâchées dans l'eau et après, elles se fécondent entre elles. Quelque temps après, ça donne une larve qui, elle, se déplace avec les courants et en fait, elle cherche un endroit, on va dire propice, donc les collecteurs pour nous. Ou alors, ça peut être sur les rochers, comme on l'a tous déjà vu à la plage. Et après, ça donne le naissant, en fait, les bébés huîtres. C'est quand les huîtres sont vraiment toutes petites, ça fait la taille, clairement, ça fait la taille de mon ongle, tu vois. Okay. Ça fait cette taille-là, quoi. Quand tu dis collecteur, c'est quoi? Ça se présente sous quelle forme? Les collecteurs, il y a deux sortes, en tout cas maintenant, quoi. C'est soit des pléneaux, soit des coupelles. Donc, alors, les coupelles, c'est, on va dire, comme un disque. Tu imagines un tube avec un enchaînement de plusieurs disques en plastique, en fait, qui sont posés à l'eau, donc à des endroits où on sait qu'il y a du captage. Les collecteurs sont posés sur les parcs au bon moment en fait dans l'année, donc c'est généralement vers juillet. Les larves donc qui se baladent dans l'eau vont se fixer sur les collecteurs.
un peu moins d'1 an après, nous on les récupère et en fait c'est là qu'on récolte le naissin, quoi. Et après, donc une fois que tu as tes naissins qui se développent sur les collecteurs, comment ça se passe au niveau de leur croissance, leur développement? Alors pour ce qui est des huîtres qu'on a sur collecteur, donc on les pose par exemple au mois de juillet, il y a un captage qui se fait dessus, les larves qui se fixent, qui commencent doucement à grandir et on attend jusque en général mars avril de l'année d'après. Nous on récupère les collecteurs, on les tape, on appelle ça les taper. On les passe dans des machines. Donc là, pour les coupelles, comme je parlais tout à l'heure, c'est une machine qui retourne les disques, en fait. Ce qui fait que les huîtres tombent en dessous. Sinon, pour les plénos, ce que je faisais aussi, c'est une machine qui tape directement les plénos. Et en fait, pareil, les huîtres tombent en dessous. Nous, on les récupère, on les met en poche. On décide du nombre d'huîtres qu'on veut par poche. Et puis voilà, on met ça à l'eau, quoi. C'est combien d'huîtres en général par poche? Ça dépend un peu de la taille et ça dépend un peu de chaque personne, comment il veut fonctionner. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu mets d'huîtres dans une poche, moins elle va pousser et moins toutes les huîtres vont pousser de façon homogène. Et comme elles auront pas la place, elles vont pousser en longueur en plus. Et ça dure, c'est quoi, c'est 3 ans dans le... Pour avoir une huître, ouais. Ça va de 2 ans et demi à 4 ans. Tu les mets en poche, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et donc elles changent de poche tous les ans. Tous les ans, à peu près tous les ans, ouais. En début d'hiver, on commence par relever les poches avec des grosses huîtres pour les calibrer, tu vois. Donc en fait, on commence par vendre tout ce qu'on a de marchand, tu vois. Okay. Et plus ça va dans la saison, plus on fait des huîtres de taille, tu vois, plus basse en fait. Et donc après là, on crible et après on arrive jusqu'à cribler du naissin, tu vois. On commence gros et on finit en fin de saison par cribler du petit. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une huître triploïde et en quoi elle diffère d'une huître diploïde? Du coup, les huîtres triplo, c'est un croisement entre une huître diploïde qui a 2 jeux de chromosomes et une tétraploïde. Donc en fait, c'est fait en laboratoire et c'est juste en fait un croisement entre 2 huîtres qui n'ont pas les mêmes jeux de chromosomes, si tu veux. Donc c'est pas comme beaucoup de gens peuvent penser. En tout cas, il y a eu un moment où c'était un peu l'opinion générale que c'était un OGM. Ce qui n'est pas du tout le cas puisque nous, on n'intervient pas directement sur les gènes de l'huître. On fait juste un croisement en fait entre 2 huîtres qui sont avec 2 jeux de chromosomes différents. Donc c'est les tétraploïdes qui ont 4 jeux de chromosomes et les diploïdes qui ont 2 jeux, ce qui donne des triploïdes avec 3 jeux de chromosomes et en fait qui du coup se reproduisent pas. L'avantage pour nous, c'est que en fait elles grandissent plus vite, elles ont une croissance beaucoup plus rapide. Comme elles ont pas l'énergie à utiliser pendant l'été pour leur reproduction, en fait toute l'énergie qu'elles ont, elles l'utilisent pour la croissance. L'avantage il est là, c'est qu'en fait on met un peu moins de temps à faire une huître. Donc forcément, pour nous, tu comprends bien les enjeux économiques, c'est-à-dire que avec la même surface de parc, au lieu de faire un cycle, admettons avec des dites naturelles qu'on a sur collecteur, t'as des huîtres qui peuvent mettre jusqu'à 4 ans, tu vois, à faire une marchande. C'est quand même, on va dire qu'on gagne 1 an sur le cycle en moyenne avec des triplos. Donc forcément, quand tu fais ça pendant des années, t'as quand même réellement un avantage. L'avantage aussi, c'est que on peut acheter tous les ans la quantité qu'on a besoin. C'est quand même un gros avantage pour nous. On peut choisir aussi quelle taille on achète directement. Et les huîtres qui viennent de collecteurs, c'est beaucoup plus difficile à travailler pour nous aussi. Parce que comme je t'expliquais, elles se collent à un collecteur. Mais en fait, elles se collent aussi entre elles. Nous, après, au tapis derrière, c'est des huîtres qui sont beaucoup plus sujets au collage, on appelle ça, quoi. Donc au tapis, on se retrouve à détroquer. Donc détroquer, c'est décoller en fait les huîtres entre elles. Et ça peut prendre un boulot monstre. Ça pousse quand même de façon moins jolie. Donc on se retrouve avec des huîtres qui ont tendance à être un peu longues, un peu collées. Donc c'est plus dur à travailler, ça passe moins bien dans les machines. Voilà. Par contre, il y a quand même le bémol évidemment, elles grossissent plus vite, mais elles sont quand même plus fragiles. Dans tes parcs, c'est 100% triploïde? Non, je pense que là maintenant... Alors au début, j'avais 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers triplo, je pense, et 1 tiers 8 de collecteur. Maintenant, je pense que... Ouais, je dois être à 95%, je pense, okay. triplo, ouais. Okay. Forcément, j'ai moins d'avantages à le faire. Et comme maintenant, il y a le marché d'été qui se développe énormément, quand mes huîtres sont laiteuses et que je peux pas les vendre l'été, voilà, moi je suis perdant. Et puis, dis donc la triplo, ça a répondu à la demande, quoi. C'est quelle quantité que tu achètes tous les ans? Alors ça a commencé quand je me suis installé, j'ai acheté 5 millions. 5 millions de naissins? De naissins, ouais, d'huîtres. Et maintenant, je suis à 8 millions. Quand j'achète des closeries, je reçois mes huîtres dans un bac en polystyrène. Et puis, je mets la dose que je veux. Je mets dans une poche et après ça part sur le parc. Ça serait quoi ta journée type? Écoute, ma journée type, on va dire que ça dépend beaucoup de la période de l'année où on est.
Quand c'est en hiver, c'est là qu'on a le plus de travail. Donc c'est là qu'on va à chaque jour de la marée le lever des poches pour les emmener au hangar, pour soit les calibrer, soit les cribler, soit les deux, selon la taille d'huître que c'est. Donc on arrive le matin vers 8h, on met les machines en route, on trie les huîtres qu'on a à trier. Si c'est des jours de marée, eh ben on part à la marée, on revient, on retrie. C'est vraiment c'est du travail à la chaîne. Quand tu dis donc les marées, tu accèdes aux tables les moments de marée basse. Ouais, c'est ça. En fait, nos parcs ne découvrent pas pendant les semaines de morteau. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est les. Maintenant que j'ai le code bateau aussi. Les marées, les morteaux, voilà. Donc on va dire que pour simplifier pour tout le monde, une semaine sur deux, il y a la marée qui descend assez pour aller sur les parcs. Pour vraiment faire simple. Une semaine sur deux, on a accès à nos parcs. Donc c'est le moment où on va lever nos poches, nos huîtres, pour pouvoir les travailler pendant la marée. Donc tous les jours, on enlève un peu, on en ressème un peu. Quand on dit ressemer, c'est en remettre sur les parcs en fait. Okay. Là où on libère de l'espace, on re-remplit derrière, on vend une partie, etc. Et les semaines de morteau, c'est les parcs ne découvrent pas en fait. Donc on a levé en amont de la morteau. Donc pendant la marée, on lève plus de poches que ce qu'on peut faire dans la journée pour en mettre de côté pour avoir du travail aussi pour la morteau. Ok. Pour travailler pendant. Après, on fait du travail que d'atelier en fait. Parce que pendant la marée. Par exemple, on va aller à la marée le matin, lever nos poches, on va les trier dans la journée, et puis le lendemain, on recommence avec la marée. Quoi. Mais quand il n'y a plus de marée, il nous faut beaucoup d'huîtres de côté, et on fait que de l'atelier. Quoi. Le matériel, il est souvent vachement important pour un agriculteur. Est-ce que c'est aussi vrai pour un ostréiculteur avec quoi tu travailles? C'est quoi ton complètement parce que ton matériel parce que c'est des boulots qui sont assez durs au niveau humain. Donc, faut essayer de les machiniser au maximum, on va dire. Donc, ouais, toutes les machines qui se développent sont bonnes à prendre. Pour moi, l'indispensable, c'est une calibreuse. Donc, en fait, avant, si tu veux, à l'époque de mes parents, c'était, il y avait un tapis devant toi. Ouais. Et en fait, toute la journée, tu voyais les huîtres qui défilent. Tu les prenais à la main une par une. Et tu pesais si c'était numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Okay. Alors, il y a des gens qui le font encore. Là, c'est une machine circulaire, avec un système d'alimentation. Il y a quelqu'un qui est là pour gérer, qui est une huître par godet. En fait, un godet, c'est les cases, si tu veux, qui vont amener jusque dans un godet qui pèse, en fait, chaque huître une à une. Et puis voilà, c'est clairement, c'est révolutionnaire, quoi. Donc ouais, voilà, la calibreuse, ça fait partie pour moi de l'indispensable. Après, il y a le crible. C'est pour tamiser, en fait, pour vulgariser un peu les huîtres. Un peu comme un chercheur d'or, si tu veux. Okay. J'aime bien un peu cette image-là. C'est des grilles en inox qui sont à une certaine taille, en fait, on va dire 20 mm, 25 mm, 30, 35. Donc les huîtres passent dessus. C'est un système soit vibrant, soit excentrique, donc qui tamise comme à la main. Et donc les huîtres tombent selon leur taille dans certaines vides en poche. Ce qu'on appelle une vide en poche, c'est pour remettre les huîtres derrière en poche. Nous, quand on vide une poche au début de l'atelier, elles montent sur un tapis. Elles sont passées au tapis avant pour enlever les mortes, etc. Après, elles passent sur le crible et elles sont redispatchées en fait selon leur taille. Ah oui, d'accord. Alors c'est du plus ou moins précis, mais voilà, c'est pour les remettre par taille en fait. Okay. Parce que quand elles passent 1 an à grandir dans une poche, elles grandissent pas toutes pareilles, tu vois. Donc on va toutes les mettre, on va dire qu'on les met toutes à la taille d'un pouce. Mais après, t'en as qui auront doublé de volume, d'autres triplé, d'autres moins, tu vois. Okay. Donc les repasser sur une machine, ça nous permet pour nous de les redispatcher, remettre en poche, remettre un nombre différent pour les remettre après sur le parc pour qu'elles repartent à la pousse. Ouais, tu les remets en poche avec des huîtres de la même taille. Voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Donc ça, c'est le côté atelier. Et après, sinon, bateau tracteur, quoi, ça va être... Bateau tracteur, évidemment, indispensable aussi. Ouais. Tracteur, pour les parcs qui sont pratiquement tracteurs. Et puis chaland, c'est l'indispensable, c'est la base. Ok. Donc là, niveau flotte, t'es équipé comment, toi? T'as combien de bateaux? Alors, j'ai un chaland. Parce que j'ai pas énormément de parcs en chaland. Ok. On va dire que j'ai un gros parc en chaland. Et le reste est en tracteur. Donc ça va, c'est assez confortable. Ok. Et j'ai 4 tracteurs. Enfin, même 5 du coup depuis cette année. Donc, une fois que t'as produit tes huîtres, tu les vends? Comment c'est vendu? Sur place? C'est vendu à des grandes surfaces? Alors, moi, principalement, c'est vendu à des grossistes. Ouais. Ce qu'on appelle des courtiers. C'est des gens avec qui je bosse, qui ont des camions et qui viennent prendre 1, 2, 3, 4, 10, 15 palettes. Donc là, ça se vend carrément en tonnes, quoi. Et qui, eux, derrière, ont leur carnet client et revendent derrière. Ça peut être des grandes surfaces, ça peut être
des gens qui vont emballer pour eux après redispatcher derrière. Ça peut être des restaurants, ça peut être voilà. Mais bon, vu la quantité, en tout cas pour ma part, que je produis, je suis obligé de bosser avec des gens qui eux redispatchent derrière. Sinon, je m'en sors pas à vendre 200 tonnes au détail, c'est impossible. Ok. Et là, depuis cette année, il y a une nouveauté. Ouais, absolument. Vas-y, je te laisse en parler. La nouveauté cette année, ça a été le développement d'une dégustation, donc une petite guinguette, on peut dire quoi, un bar à huîtres à l'atelier directement, donc en direct du producteur. Donc c'est ma sœur et moi qui avons lancé ça. On a préparé ça durant l'hiver dernier. On a lancé ça il y a quoi? Bah là, écoute, à la date qu'on est, on est le combien là? On est le 11 juillet. Ça doit faire un petit peu plus de 2 semaines que c'est parti. Et donc comment ça se passe? Écoute, ça se passe que on a un petit food truck, on va dire, ouais. qu'on déplace un peu selon les jours, et on vend nos huîtres directement et fraîchement sorties de la mer. Et donc les gens peuvent venir se poser et déguster ça avec un petit vin blanc. Avec un petit verre de vin blanc, une petite tapas, voilà, avec la vue sur la mer, devant le hangar, les pieds dans l'eau. Donc c'est l'île aux huîtres, ça s'appelle? C'est ça, l'île aux huîtres. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Instagram et Facebook, l'île aux huîtres, vous tapez directement et vous allez trouver. On mettra les liens. Ouais, carrément. Dans la description de l'épisode. Ouais, carrément. Donc n'hésitez pas à venir déguster quelques huîtres et un bon verre de vin blanc. Est-ce que c'est bon pour la santé de manger des huîtres? Bien sûr. Tu sais, je l'aime bien ce sujet. Mais ouais. Les huîtres, c'est très bon pour la santé, voilà. C'est bourré de minéraux. Et je pense que dans la société dans laquelle on vit, avec tout ce qu'on mange de transformé, bon, je vais pas faire le cliché du mec qui va cracher sur les fast-foods, mais enfin, t'as compris, je pense qu'on mange assez mal dans notre génération. Et je pense que c'est le genre de produit qu'il faut pas oublier. Les huîtres, c'est bourré de minéraux, c'est tout ce qui manque pour une bonne santé. C'était le conseil d'une nutritionniste. C'est le conseil d'une nutritionniste, je suis nutritionniste avant tout. Et toi, personnellement, c'est quoi ta manière préférée de manger les huîtres? Du citron. Fraîchement sorti du frigo, un petit peu de citron et c'est tout. Pour moi, c'est le meilleur. Ok. Et qu'est-ce qu'on pense des huîtres chaudes? Bah écoute, moi je pense que c'est bien aussi. J'aime bien ça aussi. J'avais goûté. C'est vrai? Non. Eh ben, beaucoup de gens qui aiment pas les huîtres, de par leur aspect un petit peu morve, hein, que les gens disent. Ouais. Eh ben, c'est un peu une alternative. Faut prendre des huîtres assez grosses, du numéro 1 ou du numéro 0, et puis faire une préparation, soit au four avec en gratiné, avec il y a énormément de recettes, et ça change vraiment la donne en fait quand même. Numéro 0, ça existe aussi? Ouais, numéro 0, double 0 aussi. Ah ouais. Voilà, t'arrives vraiment sur des huîtres vraiment énormes. On appelle ça des pieds de cheval. Ah ouais. Ouais. Et pour ceux qui veulent essayer des huîtres chaudes, faut pas se prendre la tête, faut juste acheter des grosses huîtres, les poser sur le barbecue, et à partir du moment où les huîtres s'ouvrent, en fait, c'est que c'est bon. Ah ouais. Voilà. Et là, c'était la minute restauration. Minute gastronomique. Mais mec, une minute santé, minute gastronomie. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire? Le mot de la fin Le mot de la fin, c'est que c'est un très beau métier. Voilà, c'est un très beau métier, et être en contact avec la nature, ça n'a pas de prix. Voilà, c'était mon mot de la fin. Et n'oubliez pas de manger des huîtres. Merci beaucoup, c'était trop bien. Bah écoute, c'était un plaisir partagé. À bientôt, salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois.